Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. C'est l'heure du best-of, une sélection des meilleurs reportages envoyés par nos correspondants à travers le monde. Au programme cette semaine, le portrait de Fawzia Koofi, une députée qui a l'ambition de devenir la première femme présidente d'Afghanistan. En Chine, un vent de démocratie souffle sur Wuhan, l'ex-village rebelle. Et au Mexique, les narcotrafiquants creusent sous la frontière américaine pour acheminer des tonnes de drogue. Mais d'abord, direction le Japon. Un an après le tsunami, les Japonais s'interrogent dans les zones les plus dévastées. Est-ce que cela vaut la peine de reconstruire des communes qui étaient souvent difficiles d'accès et vieillissantes? À Ogatsu, où 80% des bâtiments ont été détruits, les habitants n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord sur la question. Reportage de Marie Linton et Guillaume Bression. Voici la route principale d'Ogatsu. C'est tout ce qui reste de cette commune du nord-est du Japon, rayée de la carte par le tsunami du 11 mars. Dans cette baie étroite, la vague a détruit 80% des habitations. Ici, on peut voir la mer. L'eau est venue jusqu'au toit du bâtiment. La vague mesurait au moins 20 mètres. Un an après, les pelleteuses déblaient toujours des tonnes de gravats. Pour la suite, c'est l'inconnu. Même la mairie n'est pas certaine de reconstruire la commune d'Ogatsu. C'est vrai que ça coûterait moins cher de quitter cette ville que de reconstruire ici. Mais peut-on faire disparaître Ogatsu? Déménagé, Masato Chiba ne veut pas en entendre parler. Il fait partie des rares habitants à être restés à Ogatsu. Ce restaurateur a déjà commencé à reconstruire sa maison au milieu d'un champ de ruines. Je n'ai pas du tout peur des tsunamis. Il n'y en aura pas un autre de sitôt. Dans les journaux, les spécialistes disent que ce genre de tsunami arrive tous les 600 ans. Cette maison est tout pour lui. C'est ici qu'il habitait avec sa mère. C'est à cet endroit qu'elle a été emportée par le tsunami. C'est ici que je veux reconstruire la maison, au même endroit. Je veux pouvoir lui offrir de l'encens tous les jours. C'est aussi ici que je veux reconstruire mon restaurant de soba. J'ai encore du mal à admettre que ma mère est morte. Je me sens si seul. À Ogatsu, un trésor national a bien failli disparaître. Les encriers traditionnels japonais étaient fabriqués à plus de 80% dans cette ville dévastée. Fumio Sawamura n'arrive pas à s'y résoudre. Avec la coopérative, on a racheté des machines. Toutes les entreprises d'encriers peuvent les utiliser. Ça nous a permis de redémarrer la production. Ogatsu survivra-t-elle au tsunami du 11 mars? Sur les 4300 habitants, 237 sont morts et 3000 sont partis. Elle est députée, vice-présidente de l'Assemblée nationale et en 2014, elle espère devenir la première femme à diriger l'Afghanistan. Fawzia Koofi veut se lancer dans la course électorale dans un pays meurtri par la guerre et marqué par de graves violations des droits des femmes. Un destin inattendu pour cette femme qui s'est battue toute sa vie. Dès sa naissance, elle a été laissée pour morte par ses parents qui préféraient avoir un garçon. Elle s'est ensuite démenée pour aller à l'école, échapper à un mariage forcé et enfin entrer dans le monde politique. Alors que l'on célébrait cette semaine la journée de la femme, nous vous proposons ce reportage signé Marie Normand et Sultan Fauzi. Elle est la députée la mieux élue du Badakhshan, la deuxième plus grande province d'Afghanistan. À sa grande fierté, elle a même battu ses adversaires masculins à plat de couture et elle a bien l'intention d'utiliser ce pouvoir. Je suggère que les ministres qui n'ont pas dépensé 40% de leur budget, comme le Parlement le leur impose, soient obligés de rendre des comptes. Les femmes représentent 28% du Parlement, plus qu'en France. Même s'il s'agit d'un quota, que ces députés doivent se battre pour se faire respecter, leur présence ici est de mieux en mieux acceptée. Ces femmes, en fait, elles font du bon travail. Elles font leur travail aussi bien que les hommes. Fawzia Koofi a réussi un exploit, devenir la toute première vice-présidente du Parlement.
Elle est aujourd'hui à la tête de la Commission pour les affaires féminines. Nous travaillons sur un projet de loi qui pénalise la violence contre les femmes. Ce texte fait débat au Parlement. Si on peut le faire voter, ce serait une grande victoire. Un combat pour les droits des femmes, mais pas seulement. Tous les jeudis, son bureau est ouvert au public malgré les risques. La députée a déjà échappé à 2 tentatives d'assassinat. Comme le pays n'est pas sûr, c'est indispensable qu'on ait un fusil. C'est difficile de protéger un député en Afghanistan. Toujours beaucoup de monde et beaucoup d'hommes. Patrons d'ONG, chefs de village ou simples civils, chacun a une bonne raison de sonner à sa porte. Ces gens viennent du district où j'ai été élu, mais certains viennent aussi de Kaboul. Ils viennent ici pour me parler de leurs problèmes. Je suis diplômé de l'université de Kaboul et je cherche en vain un poste de professeur. Je vais regarder votre CV et je vous rappellerai. Recherche d'emploi, erreurs judiciaires, problèmes de corruption, ces hommes espèrent que grâce à son poids politique, Fawzia Koufi pourra appuyer leur dossier. On est venu plusieurs fois et à chaque fois elle a résolu nos problèmes. Elle peut le faire. En plus, elle vient de notre province, alors on va voter pour elle. Car c'est bien là l'enjeu. Fawzia Koufi est déjà en campagne pour 2014. Son objectif, devenir la première présidente afghane. Si c'est possible au Pakistan, un pays bien plus conservateur, pourquoi pas en Afghanistan ? Une partie de la société afghane est progressiste, c'est sur elle que reposent mes espoirs. Son programme, lutter contre la pauvreté, créer des emplois, notamment pour marginaliser l'influence des fondamentalistes, comme les talibans qui avaient fait régresser les droits des Afghanes. Cette époque, elle l'a vécue et elle veut à tout prix éviter que ses filles connaissent les mêmes difficultés. On a dû tout recommencer à zéro. Maintenant, beaucoup de progrès ont été réalisés. On a 69 femmes au Parlement et rien que ça, c'est un progrès. Pourtant, le bilan est encore bien noir. Mariage forcé, discrimination, mauvaise application des lois. Fawzia Koufi pense que seule une femme à la tête du pays pourra faire changer les choses. Des élections libres et transparentes, l'image peut paraître idéaliste dans la Chine communiste. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé récemment dans le village de Wukan. L'an dernier, les habitants s'étaient révoltés contre des dirigeants locaux qu'ils accusaient de corruption. Suite à un bras de fer avec les autorités, ils ont obtenu le droit de désigner librement leur chef. Notre correspondant Baptiste Falvoz nous en dit plus. L'hymne et le drapeau sont bien ceux de la Chine communiste. Mais ces dizaines d'isoloirs installés en plein air devant des journalistes du monde entier, c'est une première dans le pays. Les organisateurs des élections locales de Wukan ont donc tenu leur promesse, celle d'une transparence totale. Messieurs les inspecteurs, je vous demande de sceller les urnes. Ce samedi, Wukan découvre la démocratie locale. 80% des inscrits se sont déplacés pour élire la nouvelle administration du village. Malgré quelques disputes sur les candidats à choisir, l'ambiance est bon enfant. À 67 ans, Monsieur Zhou vote pour la première fois et comme pour beaucoup d'habitants, le secret de l'isoloir est un concept assez vague. Ici, j'ai écrit les noms des gens pour qui je veux voter. Je souhaite un grand succès à cette élection et espère que les gens seront à nouveau heureux. Le visage est beaucoup plus serein qu'il y a 3 mois lorsque nous avions rencontré Monsieur Zhou derrière une barricade. À l'époque, Wukan était en rébellion. Il aura fallu plusieurs semaines de manifestations pour que le parti communiste mette fin à 42 ans de pouvoir d'un chef de village corrompu. 42 ans de menaces sur les habitants et d'élections frauduleuses, comme dans beaucoup de villages chinois. Avant, il n'y avait pas vraiment d'élection. Le chef du village n'avait qu'à prendre une boîte et mettre tous les noms qu'il voulait dedans. La victoire des indignés de Wukan a fait grand bruit en Chine. Dans les rues du village, on croise aujourd'hui des habitants des régions voisines qui présentent leurs doléances aux médias. Ces étudiantes en communication planchent quant à elles sur le phénomène Wukan. On est arrivé il y a 10 jours. On veut comprendre les événements et étudier comment ils ont été communiqués au monde extérieur. Et c'est justement ce qui inquiète les officiels envoyés par Pékin et qui surveillent de près l'élection. Après avoir tenté de censurer les événements, le gouvernement a choisi de les récupérer à son compte. Le leader de la révolte, qui a harangué les foules il y a 3 mois, a été nommé chef du parti communiste de la ville. Lorsqu'on lui demande si le modèle Wukan peut être exporté, la réponse est désormais très mesurée. La gestion de la crise s'est faite en fonction des problèmes propres à Wukan.
Ça ne m'intéresse pas de savoir si Wukan est un modèle à suivre pour d'autres villages. Pour les experts, Wukan doit surtout son salut à sa situation géographique. La province du Guangdong, très ouverte sur l'extérieur et proche de Hong Kong, est réputée la plus libérale de Chine. Dans d'autres provinces qui sont plus reculées, qui sont plus pauvres, où les paysans n'ont pas le pouvoir de s'organiser et où il n'existe pas de classe moyenne pour défendre leurs intérêts, alors dans ce cas, il y a de la violence et des effusions de sang. Ces dernières semaines, plusieurs villages ont d'ailleurs tenté d'imiter la révolte de Wukan sans grand succès. Nous avons essayé de nous rendre dans l'un d'entre eux, à l'est du pays. Mais après avoir été suivis par cette voiture gouvernementale, nous serons percutés et agressés par des individus non identifiés. Wukan reste pour l'instant un cas isolé et la transparence chère à ses habitants n'a toujours pas dépassé les frontières du village. À 15 mètres de profondeur, sous la frontière américaine, se trouve un labyrinthe de galeries utilisé pour faire passer des clandestins, mais surtout des tonnes de drogue sous le nez des autorités. Plus de 150 tunnels auraient été creusés par les cartels mexicains ces dernières années le long de la frontière. Un grand nombre sont situés dans la ville de Tijuana. Certains ont même été creusés à quelques mètres du siège de la police fédérale et d'une base militaire. Regardez ce reportage exclusif de Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Dans un quartier nord de Tijuana, une façade discrète. Derrière, un entrepôt désormais vide. Et dans un recoin, l'entrée du tunnel. Découvert en novembre dernier, il était équipé d'un ascenseur. Les autorités l'ont enlevé. Alors nous descendons à l'aide de cordes. Et 9 mètres plus bas, presque intact, l'un des narcotunnels les plus sophistiqués retrouvés au Mexique. Électricité, air conditionné, rails. Tout était fait pour que la drogue et les hommes traversent ces 500 mètres de galeries dans les meilleures conditions. Voici l'un des chariots qui servait à transporter de la drogue aux États-Unis. Les narcotrafiquants ont probablement investi des millions de dollars dans la construction de ce tunnel qui passe donc sous la frontière entre le Mexique et les États-Unis. La frontière est en ce moment ici au-dessus de nos têtes. Voilà, c'est l'un des 15 tunnels qui ont été retrouvés à Tijuana ces 2 dernières années. Un investissement rentable pour les cartels. En un seul jour de trafic souterrain, ils peuvent largement rembourser le montant des travaux. Lors de la découverte, 32 tonnes de drogue étaient stockées ici. Un long travail de coopération entre services d'investigation mexicains et américains. Mais les États-Unis grincent des dents en voyant que côté mexicain, les tunnels ne sont pas rebouchés. Alors que nous coulons du béton dans le tunnel, côté mexicain, ils ne font rien. Le problème, c'est que les malfaiteurs peuvent réutiliser ce tunnel. Ils ont déjà la moitié qui est creusée. Ils n'ont qu'à bifurquer vers un autre entrepôt côté américain. À Tijuana, officiellement, les tunnels sont gardés 24 heures sur 24 par les forces de l'ordre. Mais Victor sait bien que non. Le journaliste nous emmène dans un quartier qui borde la frontière. Ici, on est en quelque sorte sur le boulevard des tunnels. Dans cet entrepôt, là-bas, on a débusqué un tunnel. Et un peu plus loin, dans une maison, un autre tunnel. Pas une seule voiture de police en vue. Un simple fil de fer a décroché. Les scellés ont été vandalisés. Nous entrons avec prudence. Bonjour. Il y a quelqu'un? Vous voyez, on peut encore y rentrer. Le tunnel est là. Moins sophistiqué mais encore utilisable, le tunnel est ouvert aux 4 vents depuis 2 ans. N'importe qui peut rentrer. On aurait très bien pu tomber sur des malfaiteurs ici. Victor préfère ne pas s'attarder. La criminalité a baissé à Tijuana. Mais en sourdine et sous terre, le trafic continue de brasser des millions de dollars et des tonnes de drogue dans la ville. Voilà, c'est la fin de ce numéro du Best-of des reportages. Merci de nous avoir suivis. Plus d'infos et d'actualités sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.